Épisode numéro 62 en ce 21 mai 2025, podcast de Passion MLB. Bonjour à tous, merci d'être à l'écoute, que ce soit ceux qui nous écoutent en live sur Facebook, sur Twitter ou sur YouTube les mercredis à 20h, ou que ce soit ceux qui nous écoutent dans un format podcast plus traditionnel. Charles-Alexis Brisebois à l'animation, avec à mes côtés, comme à chaque semaine, Sébastien Berroir. Sébastien, comment vas-tu cette semaine? Ça va très bien. Toi-même, après ce beau petit voyage à Toronto que tu as fait en fin de semaine? Oui, un petit voyage père-fils pour aller voir les Blue Jays pas frapper. Ah, mais là, ça, fallait que tu t'en attendes, là, tu sais. Évidemment, là, c'était en toute connaissance de cause. J'espère que tu t'es pas présenté au Rogers Non. Center avec beaucoup d'espoir, là. Ben, Je me suis surtout du côté offensif. Ouais, je me suis présenté au Rogers Center en me disant j'espère qu'Ernie Clement va frapper un tour du chapeau de circuit. Là. C'était Ouais, vraiment oui. là, mes attentes, Oui. là, très clairement. Ouais. Ben, ça aurait pas arrivé si Andrés Jiménez avait été là, parce qu'on le sait que c'est lui le frappeur de Oui. puissance de cette équipe-là. Mais il n'était pas là, malheureusement, pour toi. Non. Non. Donc oui, petit 2 matchs à Toronto samedi, dimanche. Hey, écoute, on parle des Blue Jays. Allons-y avec le bloc des Blue Jays, puis on déboulera là-dessus. Okay, Blue Jays, let's play ball. Blue Jays, pas toujours simple, comme on le disait chez les Blue Jays de Toronto. Le match de dimanche en particulier, c'était flagrant sur place. Je ne sais pas jusqu'à quel point ça l'était à la télévision. Ce qui s'est passé avec José Berrios, je trouve que c'est symptomatique, je vais le dire comme ça, de la saison des Blue Jays. En ce sens où, regarde sa ligne de frappe. Je ne l'ai pas devant moi, mais il y a un départ de qualité. Il a lancé 6 manches, il a donné 2 points, quelque chose comme ça. Il a fait le travail, tu sais. Puis il aurait pu en faire assez pour potentiellement aller chercher la victoire si cette attaque-là avait été capable de contribuer un peu. C'est un peu l'histoire des lanceurs des Blue Jays, mais quand tu regardes le match en tant que tel, Sébastien, c'est tellement fait frapper. Le Dalton Varsho a été vraiment, vraiment sollicité dans ce match-là. Les lanceurs des Blue Jays commencent à en arracher. Puis ce que je te raconte là dimanche, c'est pas un incident isolé. Ça arrive là, que les lanceurs commencent à être essoufflés un petit peu parce qu'on leur en demande beaucoup. C'est des vétérans. Je pense que même John Schneider l'avait déjà dit. Il aimerait ça une fois de temps en temps leur donner une petite journée de congé de plus. Là, il faut qu'il leur coupe des journées de congé parce que tu roules à 4 partants. Encore une fois, c'est la même histoire qui se répète. Puis je trouve que ça se répercute dans les performances, notamment ce qu'on a vu avec José Berrios dimanche, qui a fait le travail. Mais ouf, ça n'a pas été simple. Ouais, puis on ne peut pas le blâmer. On ne peut pas blâmer les Non. autres partants non plus de cette rotation-là. C'est tout à fait normal avec toute cette pression qui est mise sur cette rotation partante des Jays avec l'attaque qui est anémique. C'est sûr et certain qu'à un moment ou à un autre, ça allait nous rattraper du côté des Jays. Puis là, on commence à le voir. Oui, José Berrios qui se fait frapper. Heureusement, on a eu une bonne performance d'José Urena la veille. Ça nous a sauvés parce que cette victoire-là des Jays à l'arraché à la toute fin, un walk-off. Ouais. On ne la méritait pas vraiment, mais grâce à la performance d'Urania, on s'en est sorti. Mais si ton cinquième partant ne fait pas le travail en plus, ben là, tu te retrouves dans le trouble. Puis ça nous ramène à ce qu'on parle depuis des semaines. On ne peut pas laisser aller les choses comme ça. On le sait que oui, Anthony Santander, ça lui prend du temps à se mettre en marche. Mais là, on le sait que c'est beaucoup plus que ça parce qu'on est rendu presque à la fin du mois de mai. Il ne s'est toujours pas mis en marche. On le sait qu'il se remet de petites blessures. Ça doit affecter son élan. Vladimir, il doit frapper. Là, c'est lui le visage de la franchise. C'est lui qui vient de signer un gros contrat. Il va falloir qu'il se lève à un moment ou à un autre. Beau Bichette également. Pas une vilaine moyenne au bâton, mais zéro puissance. Zéro. Il ne se passe absolument rien de ce côté-là. Donc, ça va prendre du renfort, puis on ne peut pas attendre à la date limite des transactions. On ne sera plus dans la course rendu là. Là, on se maintient dans la course, mais on le sait que ça va casser à un moment ou à un autre. Donc, ça va prendre du renfort, puis il va falloir que l'état-major des Jays, qui, oui, on fait un gros coup en signant Vladimir Guerrero, mais ça va en prendre plusieurs autres gros coups si on veut devenir la fameuse équipe aspirante qu'on attend depuis tant longtemps. Tu parlais là, des bras dans la rotation. Il y a David ici qui nous dit jouer à 4 partants dès le mois de mai. Tu n'as jamais place à l'erreur. L'attaque ne produit pas. C'est exactement ça. Ça résume bien ce qui se passe en ce moment. Puis, Sébastien, tu mentionnais
Tu mentionnais d'aller chercher du renfort, puis c'est vrai qu'il ne faut pas attendre, puis c'est correct, les Blue Jays sont allés chercher de la profondeur. Tu as parlé d'Urania qui est là, on peut parler de Spencer Turnbull là, qui va être là dans 3 mois ouvrables, je ne sais pas, parce que là, il n'y a pas eu de camp d'entraînement, puis là, il en crée un artificiellement, le faisant lancer en Floride, puis éventuellement va monter. Mais tu sais, s'il arrive puis que la saison des Blue Jays est à l'eau, à quoi resservir cette signature-là, qui n'est pas mauvaise parce que c'est de la profondeur, mais il manque d'aide, il manque d'aide immédiate. On en parlait avant d'entrer en onde un petit peu parce qu'on parlait là, du match entre les Yankees et les Rangers qui a lieu présentement. Tu avais Ryan Yarbrough dans ta cour. Il a lancé pour toi en 2024. Il est revenu signer un contrat des mineurs pour toi au camp d'entraînement. Puis tu décides de le laisser aller dans ces circonstances-là. Puis là, ben, regarde, il devient un petit peu par la force des choses le 5e partant des Yankees de New York. Toi, tu es Ross Atkins en ce moment. Tu le regrettes-tu de ne pas avoir signé Yarbrough? Je te l'annonce, là. Je te l'annonce. J'ai vu tes yeux. Tu as la même réponse que moi, là. La réponse est oui. Ben, j'espère qu'il le regrette. S'il ne le regrette pas, on a un problème. Je ne serais pas nécessairement surpris qu'il ne le regrette pas avec les dernières décisions qui ont été prises par le passé. Mais par contre, c'est sûr et certain qu'il doit le regretter. Tu as un gars qui peut te donner 3 à 4 manches. Présentement, comme tu l'as mentionné, c'est le 5e partant des Yankees. C'est circonstanciel, là. Ce ne sera pas le 5e partant pour toute la saison, mais pendant ce temps où on en a besoin, Yarbrough fait le travail. Est-ce que les Jays en auraient besoin présentement? Ben, absolument. Puis là, ben, on l'a laissé partir. En plus, il se retrouve chez un rival de division. C'est pas la meilleure décision de notre fameux duo de l'état-major des Jays. Tes préférés, là. Oui, mes préférés. Ben, je pense que ce pas tes préférés non plus. Là. Je ne vais pas m'avancer. C'est-tu les préférés de quelqu'un? À part Ed Rogers, là, ce qui est quand même important, là, mais c'est-tu les préférés de quelqu'un d'autre? Je ne penserais pas. Je pense que c'est le seul et l'unique. John Schneider, peut-être? Oui, parce qu'il a encore sa job. C'est ça. Exactement. Mais pour revenir au point de tantôt des 4 partants au mois de mai, tu utilises 4 partants au mois de mai, ça te met dans le trouble au mois de mai, mais ça va te mettre dans le trouble aussi au mois d'août, au mois de septembre, si jamais par miracle, tu es encore dans la course à ce moment-là. Fait que je ne comprends pas nécessairement cette décision-là. Je sais qu'on manque de profondeur, mais il faut trouver un moyen de donner un répit à nos partants, surtout nos 4 premiers partants dans cette rotation-là. Il y a un gars de qui on ne parle pas pantoute depuis le début de l'année parce qu'à chaque fois qu'il y a une mise à jour, c'est pour dire qu'il a encore mal au pouce, mais c'est Max Scherzer. Tu sais, Max Scherzer, là, il a eu un super beau camp d'entraînement. Il a fait un départ, puis il a fait OK, bah, ben, je m'en vais aller se déplacer. Évidemment, c'est pas ce à quoi les Blue Jays s'attendaient, même si c'était quand même écrit dans le ciel qu'à un certain point, il allait se blesser. On a beau dire, il y a des lanceurs qui vont revenir, puis Eric Swanson puis Ryan Burr qui lancent aujourd'hui en Floride, puis qui vont être sur le chemin du retour pour booster cet enclos-là. OK, correct, mais est-ce que ça va être suffisant, les gars qui sont blessés puis qui vont revenir? C'est Andrés Gimenez puis Max Scherzer qui vont changer le cours de l'histoire de la saison 2025 des Blue Jays? T'sais? Non. C'est ça la réponse, malheureusement. Puis tu parles de Scherzer. Encore une fois, est-ce qu'on est surpris? Ben non. On le savait qu'elle allait se blesser. Peut-être pas aussitôt dans la saison, mais on le savait. Là, il a lancé une session d'entraînement de 33 tirs. OK, il est sur le chemin du retour, ça va un peu mieux, mais dans quel état il va revenir? On n'en a aucune idée. Même chose pour Eric Swanson, Ryan Burr. On ne sait pas dans quel état ils vont revenir, puis on ne peut pas leur mettre la pression de revamper cet enclos de relève-là. Ça ne sera pas à eux à le faire quand ils vont être de retour. Même chose pour Andrés Gimenez. Défensivement, un magicien. Offensivement, c'est pas lui qui va changer ce rôle. Offensivement, c'est un magicien aussi parce qu'il disparaît. Très bon point, très bon point. Fait que l'ensemble de l'œuvre, c'est de la magie. Là, oui, je vais l'appeler le magicien, je pense, dorénavant. Oui, juste le magicien. On n'explique pas le reste. Non, on s'en fout. Exactement. Puis il reste Nick Sandlin qui lui aussi va être de retour peut-être un petit peu plus tard. Lui pourrait changer un petit peu les choses dans l'enclos, mais encore là, il revient d'une blessure. Ça va prendre du temps. Donc, on a besoin de renforts de l'externe. Ça ne viendra pas de l'interne, ça ne viendra pas de la liste des blessés. Donc, ça prend une étincelle dès maintenant parce qu'on va s'éloigner assez rapidement. Tu ne peux pas juste miser sur des gars à l'interne qui vont se relever, même si ça doit faire partie de la solution. Se relever ou se lever carrément. Là, dans le cas d'un Addison Barger qui prend ses aises dans le baseball majeur, même défensivement, au troisième coussin, il tient bien son bout. Là, dans le match de samedi, il a fait 2 très beaux jeux défensifs, là, des jeux qui n'étaient pas toujours évidents. C'est drôle, hein? C'est plus sa position que le champ gauche. Oui, c'est plus sa position. Puis,
il joue à tous les jours. Ah! Il prend confiance. Eh oui, un autre élément de l'équation. Incroyable. J'allais dire, les Blue Jays ont compris qu'il fallait le faire jouer à tous les jours. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont juste pas le choix. Là. Ils n'ont pas de C'est joueur ça. d'avant-champ. check bien Ernie Clement prendre son poste de régulier, puis Barger faire un départ par semaine dans la droite, un dans la gauche, puis deux les bonnes semaines au troisième coussin. Là. Ça va être extraordinaire. J'ai rien d'autre à ajouter. Si Non, tu ramènes Ernie Clement, à partir du moment où tu ramènes Ernie Clement au troisième but, j'ai plus rien à dire. Non, c'est ça. Tu mérites pas de gagner. Non, exactement. il est dans son rôle, c'est joueur d'utilité qui peut dépanner partout. Ouais. Parfait, aucun problème. Puis en plus, il va bien ces temps-ci, correct. Faut pas que tu sois régulier. Exact. Tu parlais un petit peu de Vladimir Guerrero Jr., tu as raison. Tu as glissé un mot sur Anthony Santander. Lui aussi, ça fait partie de la solution. Clairement, il a été blessé dans les derniers jours. Puis, écoute, dimanche, je l'ai vu s'élancer. J'ai vraiment vu un gars autant magané se présenter au bâton. Ça me fait penser que le samedi, quand il est arrivé comme frappeur suppléant, au lieu de lui donner un but sur balle intentionnel, peut-être qu'on aurait dû le défier du côté des Tigers de Détroit, le forcer un petit peu à avoir mal puis à s'élancer. Ça n'a pas été fait. Il y a Matt qui nous demande ici, Anthony Santander, sait-il faire autre chose que se faire striker sur 3 prises, car c'est décevant depuis le début de l'année? Anthony Santander, Sébastien, c'est un joueur que on disait, ben écoute, les mois d'avril, c'est plus difficile pour lui. Ah, OK, c'est une chose. On est le 21 mai, là. Exact. Puis il va avoir son lot de retrait sur des prises, là, c'est sûr. Là. Ça reste un frappeur de puissance, il va aller chercher des longues balles. Par contre, là, on n'a pas ce deuxième élément-là de la longue balle, peut-être à part le match d'hier. Mais c'est sûr et certain qu'il joue blessé. C'est sûr et certain qu'il y a un petit quelque chose qui affecte son élan. Puis pour des joueurs des majeurs, ça ne prend pas grand-chose. Une petite chose que tu n'es pas capable de faire dans ton élan naturel, ça va changer complètement ton approche. Ben, tu regardes la preuve, là, c'est un lanceur, mais Max Scherzer, il est sa liste de blessés de 60 jours, il a mal au pouce. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas des maux d'épaule, il n'y a pas des maux de coude, c'est des pouces, puis ça se répercute sur tout son corps, puis ça lui donne mal dans le dos. Fait c'est un peu la même logique pour les frappeurs aussi. Là. Exactement. Puis, comme on mentionnait, ça peut juste être une petite chose. Puis, tu sais, ça lui permet de jouer, mais ça ne lui permet pas de jouer à son plein potentiel. Puis c'est ça qu'on voit. Je pense qu'il va continuer à jouer malgré ça. Combien de temps ça va durer? Combien de temps il va devoir évoluer malgré ces inconforts-là? Puis à un moment ou à un autre, est-ce qu'il vient t'aider dans ton alignement ou il vient te nuire? C'est ça qu'il faut évaluer. Présentement, je pense qu'on n'a pas d'autre solution. Fait que c'est sûr qu'il va rester dans l'alignement offensif. Par contre, on va en avoir besoin plus tôt que tard parce que déjà qu'on était mince offensivement, on comptait sur Anthony Santander pour protéger Vladimir Guerrero dans l'alignement. Là, c'est vraiment pas le cas. Peut-être que c'est ce qui fait que Vladimir ne frappe pas jusqu'à maintenant. Mais Vladimir aussi, il va falloir qu'il en donne plus parce que c'est vers lui qu'on va se tourner. C'est lui le leader de cette équipe-là. Il doit le montrer sur le terrain. Anthony Santander qui a été descendu au 6e rang récemment de l'ordre offensif, que ce soit en raison des blessures ou des performances, ou en fait, probablement des deux. Là. Mais ça en dit long quand même sur un gars que tu payes pour son coup de bâton, qui est frappeur de choix plus souvent qu'autrement. C'est Dalton Varsho qui frappe numéro 3 à sa place. Donc, écoute, ça marche pas. Il y a un bon début de saison, Dalton Varsho, mais je veux dire, c'est pas lui qui doit protéger l'homme à 1 demi-milliard. Dalton Varsho, il doit protéger ses lanceurs défensivement. C'est ça sa job. Exactement. Dans un très bon club de balle, là, il frappe dans le dernier tiers, Dalton Varsho. Puis là, c'est un luxe de l'avoir là, surtout à cause de sa défensive. Il ne peut pas frapper au 3e rang. C'est inconcevable. Je sais qu'il n'y a pas d'autre solution. On n'en a pas de solution présentement. Donc, par défaut, c'est lui qui est là. Mais je pense que je laisserais Santander au 3e rang, même s'il ne frappe pas, juste pour l'effet de, il peut nous faire mal à un moment ou à un autre, tandis que tu affrontes Dalton Varsho qui, oui, va bien, mais c'est pas épeurant pour les lanceurs adverses. Là, on n'affrontera pas vraiment Vladimir. On le sait qu'on est capable de s'en sortir tout de suite après. En fait, moi, je ne mettrais pas Varsho, mais je ne mettrais pas Santander non plus. Là. Je pense que j'irais avec un Springer. En fait, non, tu sais quoi? Ça va tellement mal dans cet alignement offensif-là. Pourquoi ils ne font pas juste tout brasser? Pourquoi ils ne mettent pas... Essaye-le à ce point-ci. Mets Springer premier, mets Bichette 2, mets Guerrero 3. Je ne sais pas. Essaye de brasser quelque chose. Monte n'importe qui. Monte Addison Barger. Comment? Varsho au premier rang?
Varsho, premier rang, ça peut être ça aussi. Il frappe bien, il a de la Ouais. vitesse, il prend sur les buts, pourquoi Ben pas? oui. Mais j'aille pas ton Springer non plus, même Ouais. si on le sait que c'est plus vraiment un premier frappeur, mais là, Non, mais depuis, Et- tu sais, dans les dernières années, il roulait plus. Mhm. Puis là, ben, il roule. Fait que, tu sais, peut-être que comme premier Ouais, mais frappeur, ou à ce point-ci, juste essaye-là. ouais, exact. Moi, je pense qu'il roule parce que justement, il est plus dans le rôle de premier frappeur. Ça se peut. Mais si tu n'as plus de solution, pourquoi pas? Là? Mhm. Écoute, ça va être compliqué. David qui nous dit ici, Varsho qui frappe pour 2,14, c'est un frappeur numéro 7, pas mieux. C'est sûr qu'il a ralenti un petit peu récemment, puis il n'y a pas juste la moyenne, mais c'est ça. Ben, ça revient un peu à ce qu'on dit là. Varsho, c'est ça. Il y a Jean-Michel qui nous suggère ici Addison Barger derrière ou devant Vladimir Guerrero Jr. Moi, je le mettrais derrière. Surtout que John Schneider a l'air de vouloir faire frapper Guerrero assez haut dans l'alignement. Donc, tu ne peux pas faire frapper Barger plus haut que haut non plus. Mais non, c'est assez intéressant ce qu'on voit. Mon père qui nous mentionne que Santander, au cours de la fin de semaine, il n'y a pas eu des très, très gros élans. On est clairement à la recherche de solutions du côté de Toronto. J'haïrais pas, plus j'y pense, Varsho, Bichette, Guerrero, Barger. Je pense que ça pourrait être une combinaison qui limiterait les dégâts, disons. Puis là, tu aurais Springer 5. Ouais, exact. Puis tu aurais probablement un Santander 6, Varsho 7. Ouais, il y a Kirk que tu peux insérer à travers de la droite. Mais ouais. Oui, absolument. D'ailleurs, en parlant de Kirk, Jean-Michel qui nous dit ici, et même si Kirk, offensivement, donne ce qu'il faut, il n'est pas très leader auprès de ses lanceurs et calmer tout le monde quand ça chambranle. Qu'est-ce que tu penses de son affirmation? Oui, c'est sûr que ce n'est pas le meilleur receveur pour diriger les lanceurs, là, ça on l'a toujours dit. Par contre, est-ce que tu as d'autres solutions? Non. Puis est-ce que tu peux te passer de Kirk présentement? Non. Donc, on doit vivre avec. Puis, on a eu des solutions par le passé au poste de receveur, ne sont plus dans l'alignement. Donc, là, on doit vivre avec les conséquences. On a David et Matt, les deux qui nous ont suggéré une transaction entre les Blue Jays et les Orioles, une équipe qui va mal. Je te mets les commentaires ici. Un échange pour les deux équipes ne serait pas de faire un échange Berrios pour un Holiday pour les Orioles, manque de bras avec Baltimore. Et l'autre commentaire, je le retrouve ici. On parle de renfort. Pourquoi ne pas profiter du très mauvais début de saison des Braves? Les Orioles voudraient-ils transiger avec les Blue Jays? Il y a les Braves aussi qui ont été soulignés, mais là, ça va mieux pour les Braves, donc je ne pense pas nécessairement qu'on est dans cet état d'esprit-là. Les Orioles, je ne sais pas jusqu'à quel point on veut transiger dans la division non plus. Puis je ne sais pas jusqu'à quel point. Le Berrios contre Holiday m'intrigue dans le sens où ça n'arrivera pas. C'est sûr que les Orioles diraient non. Mais les Orioles ont besoin de lanceurs. Puis autant que je pense que cette idée-là est un non, mais je pense que l'idée derrière est de se dire, hey, à un moment donné, là, ça fait longtemps qu'on le dit, échange des jeunes contre des lanceurs. Cette mentalité-là doit exister pour les Orioles de Baltimore. Je pense juste pas que ça passe avec José Berrios. Cette mentalité-là doit exister. Et il va falloir que ça se fasse un jour ou l'autre. Est-ce que ça va être avec un lanceur des Pirates? Peut-être. Par contre, ça ne se fera pas avec les Blue Jays. C'est pas vrai que Jackson Holiday va passer les 15 prochaines années dans la division avec les Jays. Là. Ça n'arrivera pas. Ouais. C'est sûr que du côté des Orioles, on doit faire ce genre de transaction-là, mais ça va être probablement avec un club de la Ligue nationale. Ouais. Puis ça n'en prendra pas juste une transaction, ça va en prendre plusieurs qui vont se ressembler un peu. Parce que ce corps de lanceur-là, c'est atroce présentement. On ne veut pas dépenser non plus, donc ça va passer par une transaction. Malheureusement, pour les Jays, ce n'est pas de ce côté-là que ça va se régler. Non. Pour les Braves, non plus, parce que, comme tu l'as mentionné, on est de retour dans la course. Mais on pourrait peut-être aller chercher ce genre de transaction-là avec un autre club. Je ne sais pas lequel, mais l'idée est bonne. C'est juste que ça ne se passera pas avec les Orioles, selon moi. Les Orioles, il faut qu'ils sautent sur l'opportunité d'aller chercher un lanceur. Puis écoute, je recule un petit peu. Parce que là, il est trop tard, évidemment, mais pourquoi Capitaine Crochet, il n'est pas à Baltimore? Oui. Il a été... Peut-être que, mettons, il ne voulait pas signer à long terme, c'est une chose. Va le chercher pour 2 ans, puis après ça, il deviendra joueur autonome. Tu ne me feras pas croire, Sébastien, que tu n'avais pas les éléments dans ta banque d'espoir pour rivaliser avec l'offre très compétitive, mais avec l'offre des Red Sox de Boston. Donc, je leur pose la question, pourquoi Garrett Crochet n'est pas à Baltimore en ce moment?
Je le sais pas. Je le sais pas. Il va falloir le demander à Mike Elias. Je sais pas. Puis comme tu l'as dit, on avait le meilleur système de filiales. On avait les mains pleines. On pouvait donner ce qu'on voulait pour aller chercher le capitaine Crochet. On ne l'a pas fait. Mm. Là, maintenant, il faut le faire. Avec qui? Je ne sais pas. Il y a eu des rumeurs avec Jared Jones des Pirates par le passé. Est-ce que c'est là qu'on va se diriger? Là, sa saison est terminée. C'est un petit peu plus compliqué. Mais est-ce que ce serait le moment, justement, d'aller le chercher? Peut-être. Peut-être que sa valeur va diminuer un peu, qu'on va être capable de s'en sortir du côté des Orioles. Mais on a encore les mains pleines. Tu regardes cette formation-là, il y a des joueurs qui ne peuvent pas jouer au niveau des majeurs parce qu'on n'a pas de place offensivement. Donc, ça prend un mouvement de personnel et plus d'un mouvement de personnel. Puis ça va être cette année que ça doit se faire parce que là, on est sur le point d'abdiquer. Ce serait très surprenant qu'on réussisse à remonter la pente à ce stade-ci de la saison. Donc, ça va être cette saison qu'on va devoir faire ce genre de mouvement de personnel-là. Il va falloir se débarrasser des pièces qui ne reviendront pas pour les années futures. Puis il va falloir bouger des jeunes joueurs pour aller chercher des bras dans la rotation partante. Restons un peu sur le thème des lanceurs partants des Blue Jays. Autre élément qui ne fonctionne pas nécessairement dans l'idée d'échanger Berrios, c'est que les Blue Jays ne peuvent pas se permettre d'échanger un lanceur partant présentement. Ils en recherchent plus qu'autre chose. À ce sujet-là, Matt qui nous dit Trey et Savage, est-ce qu'ils ne pourraient pas aider la rotation des Blue Jays présentement? Il semble solide dans le niveau qu'il lance présentement. Il est très, très, très solide, mais c'est sa première année chez les pros. Ouais. Il a lancé en Floride, donc dans le A. Pour commencer l'année, il était de calibre pour être dans le A fort, mais c'est probablement une question de température. On ne voulait pas l'envoyer à Vancouver au mois d'avril. Ce que je trouve toujours un peu bizarre malgré tout. Tu sais, confronte ton jeune un petit peu pour qu'il s'y joue à un meilleur niveau parce qu'il détruisait tout en Floride. Là, finalement, on l'a amené à la surprise de personne à Vancouver. Et je pense que c'est hier, si je ne me trompe pas, Sébastien qui a eu son premier départ dans le A fort. 4 manches lancées, 10 faits au bâton. Il est vraiment en train de tout casser. C'est le choix de première ronde des Blue Jays l'an passé. C'est un très bel espoir sur le monticule, mais il est encore jeune pour monter dans le baseball majeur. Je ne pense pas qu'il y a nécessairement l'âge ou le millage pour faire comme un Alek Manoah puis avoir quelques départs, puis monter dans le 3A, puis après monter dans le baseball majeur. Surtout que Manoah, en fait, il avait eu la saison 2020 entre son passage plus bas dans les mineurs puis son passage dans le 3A par la force des choses. Mais Trey Savage n'est pas rendu là. Ceci dit, un jour, si ça va bien, il va être une belle pièce du puzzle là, du côté de Toronto. Certainement. C'était un des vols du repêchage, si on se souvient bien. Là, c'était un excellent choix des Blue Jays. Ouais. Dans le meilleur des cas, on l'attendait à la fin de cette saison-ci. Ça, c'était le scénario idéal. On l'attendait à la fin de cette saison-ci. On pourrait le monter puis voir qu'est-ce qu'il y a dans le ventre. Je pense que ce scénario-là est encore réalisable, mais on ne le verra pas d'ici là. Ça irait trop vite pour son développement. Non, c'est ça. Mais s'il continue de lancer comme ça, comme tu dis, c'est pas impossible complètement de le voir en fin de saison. Encore là, je pense que c'est un stretch puis que ça va aller à 2025, ça va aller à 2026, oui. Mais écoute, qui sait ce qui peut se passer durant une saison. Ça se peut qu'il y ait de la place à la fin de la saison. De la place, il va en avoir, ça, je te l'annonce. Puis c'est le genre d'espoir pour qui tu fais de la place aussi. Exactement. On a Jean-Michel qui nous mentionne ici sur les Blue Jays. Est-ce qu'on pourrait monter Rodden à la place de Straw qui a eu du succès au premier rang à Buffalo? On va le revoir à un certain point, Rodden. Je ne suis juste pas certain que c'est maintenant parce que si on renvoie des gars en bas, c'est un petit peu par manque d'espace aussi. Myles Straw, il ne joue pas beaucoup, puis je ne pense pas qu'on veut amener Rodden dans une situation où il ne jouera pas nécessairement beaucoup. Est-ce que j'aime l'idée de remplacer Straw par Rodden? Définitivement. Est-ce que c'est réaliste en ce moment de la façon dont ce club-là est construit avec 15 milliards de voltigeurs? J'ai mes doutes. Mais il aurait fallu que tu le fasses au moment où tu as envoyé Rodden dans les mineurs. À partir du moment où tu l'envoies dans les mineurs, il faut que tu le laisses là un certain nombre de temps pour que justement il prenne son rythme et qu'il redevienne le gars qu'on attendait. En l'envoyant, mais là, tu laisses la place à Straw, bien sûr. Puis, tu ne dois pas paniquer. Je ne dis pas que c'était la meilleure décision à prendre de retourner Rodden dans les mineurs, mais une fois que tu as pris cette décision-là, tu dois vivre avec. Tu dois vivre avec les conséquences. Puis présentement, les conséquences, c'est que c'est Myles Straw qui est là.
Sébastien, ça fait un petit peu le tour de ce qu'on avait sur les Blue Jays de Toronto. Je propose de passer à la prochaine étape ailleurs dans le baseball majeur. En fin de semaine, les Orioles de Baltimore qui ont fait le ménage, on a dit bye-bye aux gérants. Sébastien, j'ai aimé l'angle d'un article que tu as fait sur le passionmlb.com qui tournait un peu autour de c'est un bon premier pas, mais ça ne réglera pas tout. Je pense que je résume en 2 phrases et quart ton texte de 300 mots. Exactement. Il fallait le faire. Il était temps qu'on le fasse. Je ne comprends pas pourquoi on ne l'a pas fait avant. C'était clair, net, précis que Brendan Hyde n'était pas l'homme de la situation chez les Orioles. On l'a vu dans les 2 dernières années. On l'a vu en séries éliminatoires. Ce gérant-là n'était pas en contrôle de ses troupes. Donc, ça prenait un changement. Par contre, ça prend un changement aussi ailleurs dans l'organisation. Quelle saison morte catastrophique on a connue chez les Orioles de Baltimore. On a perdu les services de Corbin Burns. On l'a remplacé par personne. On est allé chercher Tyler O'Neill. Pourquoi? Pourquoi? Je ne la comprends pas encore. Oui, il est capable de frapper, mais est-ce que c'est ça que tu as besoin? Non. Tu as des jeunes qui poussent, qui peuvent prendre cette place-là. Puis présentement, ces jeunes-là sont dans les mineurs parce qu'ils n'ont pas de place. Donc, cet hiver-là des Orioles, ça l'a complètement cassé le rythme. Tu as oublié Gary Sanchez. Oui, Gary Sanchez. Hey, oui, moi, j'allais l'oublier. Incroyable. Tu vas signer Gary Sanchez. Oui. Je répète, Gary Sanchez. Le gars qui n'est pas capable d'agir au titre de receveur. Non. Qui n'est pas capable d'agir au titre de rien pantoute, mais c'est... Ouais, mais c'est un ami de Judge. Oui, c'est un ami de Judge. Ben, je suis bien content qu'ils soient amis, mais qu'ils ne soient pas dans la même organisation. Là. Moi, j'ai aucun problème avec les amis de Judge. Supposément que Judge est encore ami avec Juan Soto. Fait que, il n'y a pas de problème là. Mais c'est ça. Ça fait juste montrer qu'on n'avait pas... On n'a répondu à aucune question cet hiver chez les Orioles, puis là, on en voit le résultat. Donc, oui, le fait de congédier Brendan Hyde, c'est une chose. On voit que ça ne change absolument rien sur le terrain jusqu'à maintenant depuis son départ. Donc, ça prend d'autres changements dans cette organisation. Matt nous demande ici Gary Sanchez ou Martin Maldonado. Maldonado, 100%, 110%, 120%. Aucun problème à répondre à cette question-là. C'est ce que je pensais. C'est ma réponse aussi, d'ailleurs. Peut-être avec moins de conviction, mais c'est la même réponse. Martin Maldonado, défensivement, est extraordinaire. Ouais. Pour diriger des lanceurs, aucun problème. Je sais qu'il ne frappe pas. Ça serait un bon mentor pour Adley Rutschman aussi, par la force des choses. Oui, exactement. Tandis que Gary Sanchez n'est pas un bon mentor pour personne. Non. Jean-Michel, il y a un bon point. Surtout que le nouveau gérant des Orioles a fait aucun changement, vraiment, ni en défense, ni en attaque. Comment tu peux changer les choses? Je te rappelle que ce cher Albert Einstein nous a déjà dit que la définition de la folie, c'est de répéter les mêmes erreurs en espérant des résultats différents. Oui. Là, c'est peut-être un petit peu difficile de brasser la soupe chez les Orioles parce que dans la rotation partante, quand même que tu brasses ce corps de lanceur-là, il n'en sortira rien de bon. À part, faut pas que tu brasses ta soupe, il faut que tu ajoutes des ingrédients parce que ta soupe est juste fade. Et en fait, il manque de soupe. Exactement. Il n'y a pas de liquide. Là. Ajoute du blanc de poulet, mon homme. Là. Oui, ça n'en prend. Là. Ça n'en prend beaucoup. Donc, encore là, ça revient à la job du directeur général de l'état-major. Ça va prendre beaucoup de mouvements de personnel d'ici la date limite des transactions et l'hiver prochain aussi. Pour le gérant qui vient d'arriver, il arrive un petit peu dans une cause perdue, puis tu ne veux pas nécessairement perdre tes vétérans dès le départ, donc ce n'est pas une situation idéale. Juan Soto. On passe d'un sujet à un autre. Hein? On passe d'un sujet à un autre. Moi, je pense que le grand gagnant de toute cette saga-là, c'est Rafael Devers, parce qu'on a eu sa patience. Mais, oui. Juan Soto, il y a Matt ici qui nous demande est-ce que Juan Soto est le Kevin Durant de la MLB? Quel caractère de marde dans un vestiaire qui ne court pas quand la balle est proche du premier but?
pas le seul joueur à ne pas courir sur les buts correctement, même si c'est un bon joueur. Mon père qui nous mentionne que Torres, en fin de semaine, Gleyber Torres à Détroit, a mal couru contre les Blue Jays, là, particulièrement dans le match du samedi. Mais Juan Soto, T'as aimé mon texto? Ouais. Je l'ai bien aimé. Juan Soto, 2 fois. Dimanche soir, écoute, je pense, dis-moi si je me trompe, 8e manche contre les Yankees, Sunday night, la game est 2-2. Et là, frappe au 2e but, puis je sais pas, il avait l'air d'un petit Timbit de 5-6 ans que tu y apprends, puis tu lui dis non, quand tu frappes la balle, il faut que tu cours au premier. Là. Puis là, à un moment donné, il s'est réveillé, puis il a fait ah, il faut que je cours. Puis là, finalement, il a été mort par pas grand-chose. Là. Ça me laisse croire qu'il avait vraiment une chance d'être sauvé si jamais il courait. Et là, le lendemain, écoute, c'est pas de sa faute. Il savait pas que le monstre vert, c'est difficile de frapper là-dessus, puis que ça se peut que des fois, ce ne soit pas des circuits parce que le monstre, il fait 60 pieds de haut. Partons juste l'aspect baseball, puis après, on rentrera dans l'entre-terrain. Juste l'aspect baseball, t'es payé ce prix-là pour aller au prochain niveau. Tu sais, Shohei Ohtani, quand on lui a donné ces montants-là, il a réécrit l'histoire du baseball. Juan Soto, il a arrêté de bien jouer. Là, c'est quoi aujourd'hui, là, dans ces mercredis, là, ses 2 premières présences au bâton, il y a eu 6 prises en 7 lancés. Il s'était lancé aucune fois. 2 retraits au bâton contre Capitaine Crochet. C'est pesant, le Juan Soto sur le terrain. Oui, puis juste pour en ajouter, Capitaine Crochet qui n'était pas en plein contrôle ce soir. Là. Contre Juan Soto, je ne sais pas s'il était en plein contrôle plus que pour les autres, mais je pense que c'est plus l'effet Soto dans cette présence au bâton-là. Mais ça fait cher du pas vers le premier but, je te dirais, parce que c'est incroyable. Le dimanche, le jeu que tu parles, ça a pris tout un jeu de DJ LeMahieu au 2e coussin qui, pour lui, n'avait pas de chance de retirer le coureur au premier but. Il a fait son jeu, il a levé les yeux, puis il a vu qu'il n'y avait personne qui courait au presque. Fait que là, il a fait son relais. Mais dans sa tête, il n'avait pas l'air d'avoir de chance de réaliser ce jeu-là. Puis la claque de Juan Soto sur le monstre vert, excuse-moi, là, mais on le savait tous qu'elle ne sortait pas. Il n'y a personne dans le stade qui s'attendait à ce que cette balle-là sorte du stade, sauf Juan Soto qui l'a admiré de belle façon au marbre. Tu ne peux pas faire ça avec un salaire comme ça. Tu ne peux pas faire ça avec toute la pression qu'il y a à New York. Puis c'est pas comme si ça allait très bien là, du côté de Juan Soto pour ses performances sur le terrain. Si tout va bien, si ça t'arrive un soir donné, tu penses que la balle est de l'autre côté de la clôture, d'accord, ça peut arriver, il n'y a pas de problème. C'est un soir. Mais là, ça arrive plusieurs fois, puis tu ne réponds pas avec ton bâton non plus. Donc, comme tu dis, ça devient de plus en plus lourd. Moi, ce que j'ai particulièrement aimé aussi, là, c'est quand on lui a dit « Ouais, tu cours pas », puis qu'il dit « Non, je trouve que mon effort est très acceptable. » mais juste comme s'il jouait dans une ligue le lundi soir, qu'il n'y a aucun spectateur. Oui, c'est ça. Excuse-moi, là, mais la série du Subway dimanche soir, là, ça a été un des Sunday night les plus écoutés des dernières années. Fait que, avant de nous dire que tu as très bien couru, là, va regarder la reprise, puis reviens-nous. J'aime pas me faire niaiser en pleine face. Non. Voilà. Et ça, j'ai eu l'impression que c'était un petit peu le cas. Carlos Mendoza qui a pris le dossier entre ses mains, mais qui ne veut pas dire aux journalistes est-ce que j'y ai parlé ou pas. On sait tous que la réponse est oui. Je comprends le gérant de vouloir gérer ça, pas publiquement. Là, c'est la chose à faire dans les circonstances. Juan Soto hors du terrain, donc, on dirait que ce qui l'a vraiment brisé, c'est son retour dans le Bronx. De cette série-là, 3 matchs contre les Yankees. C'est son seul passage de l'année dans le Bronx, à moins évidemment d'une série mondiale entre les 2 équipes, évidemment. Là. Mais au programme régulier, ce sera la seule série entre les 2 équipes du côté du Yankee Stadium. Ça s'est mal passé pour Soto. Évidemment, on s'attendait à ce qu'il y ait des distractions, mais comme, je ne sais pas si je te l'apprends, là, mais dès qu'il a signé son contrat, on avait encerclé la date dans le calendrier. On s'en doutait quand même un petit peu. Les partisans dans le champ droit qui ont décidé de lui faire dos, parce qu'il a fait dos à l'équipe. C'est quand même symbolique, j'ai trouvé ça pas pire. Oui. Donc, écoute, ça s'est mal passé pour Soto en fin de semaine, là, carrément. Là, puis toutes les tractations il n'a jamais eu l'air aussi heureux que quand il parlait à Judge puis à ses anciens coéquipiers versus quand il parle à ses coéquipiers actuels des Mets. Catastrophe du début à la fin pour Juan Soto qui n'a pas voulu
porté le micro le dimanche soir comme c'était prévu, qui a évité les médias comme la peste après le match de dimanche. Vraiment, là, c'est un des pires moments de Soto dans le baseball majeur. Là, très mauvaise fin de semaine. Puis, tu sais, oui, il fallait s'attendre à la réaction des partisans des Yankees. Ils ont fait leur travail. Quand Juan Soto a levé sa casquette vers les partisans des Yankees qui le huaient, à partir de ce moment-là, c'était terminé. Tu fais pas ça. Au moins, il montre que ça ne t'affecte pas. On l'a vu tout de suite que ça l'affectait. Il arrivait au bâton dans la boîte des frappeurs avec son petit sourire de « Ah, on m'a eu, mais c'est pas trop grave. » Non, c'était grave pour lui. On l'a vu, ça ne fonctionnait pas. Il ne peut pas le cacher. Puis après, dans cette même fin de semaine-là, on apprend qu'il aurait aimé mieux jouer pour les Yankees, mais que sa famille l'aurait, entre guillemets, poussé à signer avec les Mets, ce qui est tout à fait logique parce que tout ce qu'il y a eu avec les Mets, c'était tout pour sa famille. Là, la différence entre l'offre des Yankees et celle des Mets, c'était des vêtements pour sa mère, puis une loge pour sa famille, puis un avion, puis des billets à l'extérieur. C'était juste pour sa famille, fait que c'est normal qu'il ait poussé pour ça. Ça n'a pas bien été. Ça n'a juste pas bien été dans le Bronx. Mais ça, on s'entend, là. Puis autant, moi, je suis de l'avis que l'offre des Mets était supérieure de loin à celle des Yankees à cause de tous ces ajouts-là. Mais je suis aussi de l'avis que s'il avait voulu revenir avec les Yankees, l'offre était quand même compétitive, puis il aurait pu payer des billets à ses parents quand même, puis il était capable de payer de la guenille à sa mère, là, on va se le dire. Fait que, si c'est vraiment sa famille qui l'a influencé vers ça, ben, revois tes priorités, revois peut-être ton cercle fermé autour de toi, mais surtout, pousse vers le bas à sa famille. Là. À un moment donné, tu es supposé épauler le jeune, tu n'es pas supposé mettre tes priorités au centre de son avenir. Là. C'était gros comme décision ce qu'il y avait à faire là, entre les Mets, les Yankees. Bon, les Blue Jays, les Dodgers étaient là par la force des choses. Les Red Sox, on comprend qu'ils étaient un petit peu plus dans le derby que ce qu'on pensait. Mais clairement, ça s'est toujours joué entre les deux New York. S'il avait envie de revenir avec les Yankees puis qu'il ne l'a pas fait à cause de ça, c'est rough, là. Tu perds confiance envers ton entourage. Oui, puis est-ce que ça dénote un petit manque de confiance, un petit manque de caractère? Si tu veux vraiment revenir avec les Yankees, reviens avec les Yankees. Comme tu l'as dit, là, tout ce qu'il y a eu de plus avec les Mets, il pouvait se le permettre 100 fois. Puis je pense qu'à la fin de sa carrière, il va lui en rester un petit peu dans ses poches. Là, il n'y aura pas de problème. Ça devrait. Donc, tu sais, mets tes culottes. Si tu veux vraiment rester avec les Yankees, mets tes culottes puis reste avec les Yankees. Qu'Aaron Judge a fait. Exactement, qui a fait à plus faible coût. Là. Okay. C'est totalement deux opposés, Juan Soto et Aaron Judge. Autant au niveau de l'entourage que du joueur en tant que tel, de la personne en tant que telle, c'est deux opposés. Puis on le voit de plus en plus. Là. Ils sont en train de se séparer. Plus le temps avance, plus ces deux personnages-là sont en train de se séparer, autant par leur performance que par l'aura qu'il y a autour d'eux. Puis autant par leur performance en série. Ouais. Ça, c'est un autre dossier. On en reparlera à la fin de leur carrière, mais effectivement. Mais tu sais, Juan Soto n'a pas plus attrapé de balles au champ droit, surtout pas dans le dernier match. Là. Fair enough, mais il frappait. Exactement. Il frappait. Ouais. Jean-Michel qui nous dit ici les commentaires sur J'ai pas Josh derrière moi quand Pete Alonso est le meilleur frappeur de la nationale. C'est vrai, quand c'était au mois d'avril qu'il avait dit qu'il s'ennuyait, comme 3 semaines durant la saison, qu'il va dire ben, écoute, je m'ennuie de frapper derrière Aaron Judge, puis ça explique mes contre-performances. C'est vrai que ça avait commencé la saison avec une attitude inacceptable. C'est un bon terme que Jean-Michel nous a sorti. Ça peut pas arriver. Ça peut pas arriver. Tu peux pas sortir et dire que ton ancien coéquipier était meilleur que tes coéquipiers. Là, même si on le sait tous, là, mais dans ces circonstances-là, il faut que tu fasses du Aaron Judge. Il est excellent pour ça. Il va dire tout ce que tu veux entendre, tout ce que ses coéquipiers veulent entendre, toutes les bonnes choses au bon moment. Tu fais juste dire que tu as confiance en tes coéquipiers, que tu es dans une circonstance que tu dois faire mieux, etc. Ce qu'Aaron Judge fait depuis des années maintenant. Mais Juan Soto n'est pas capable de le faire. Aaron Judge n'a pas besoin de le dire si souvent aussi parce qu'il fait quand même très souvent bien. Deuxièmement, Aaron Judge, là, il est tellement, on dirait de l'intelligence artificielle. Je pense que je vais l'appeler ChatGPT parce qu'il dit tout le temps ce qu'il faut, il a tout le temps la bonne réponse. Puis ça va bien là, pour Aaron Judge à ce niveau-là. Tu peux écrire son point de presse avant qu'il le fasse. Là. 100%. Ça va être, tu ne seras pas loin
à tout de Non, même c'est ça. de ce qui va sortir. On n'est pas loin de la vérité. D'ailleurs, en parlant des Yankees, est-ce que Marcus Stroman, en étant sur la liste des blessés aussi longtemps, est en train de prendre de la valeur sur le marché? Ben oui. Tant qu'il ne joue pas, il prend de la valeur. Oui. C'est triste à dire, mais à un certain moment, comme on se l'est dit hors d'onde, c'était le 4e partant des Yankees de New York. Là. Ouais. Puis depuis son départ, ça va assez bien de ce côté-là. Ça a été plus difficile dans la rotation partante au début de l'année, là, mais vraiment, ça s'est stabilisé. Puis on ne s'ennuie pas vraiment de Marcus Stroman. Puis je ne dis pas que ça va nécessairement arriver, mais il va être beaucoup plus facile à échanger en n'ayant pas cette option de joueur-là qui était attaché au nombre de manches lancées. Il ne pourra pas lancer ces manches-là, donc il ne pourra pas activer cette option de joueur-là. Donc, il devient un petit peu plus attrayant pour une équipe qui pourrait prendre un certain risque, qui a un certain besoin à ce niveau-là, pourrait tenter peut-être de manger un petit peu de salaire. C'est exactement pour ça que je disais qu'il prend de la valeur en étant sur la liste des blessés. Il a lancé 9 manches et un tiers, quelque chose comme ça cette année. Il n'atteindra pas les 140 manches lancées. Là, il est trop loin d'un retour au jeu pour ça. On le sait. Donc, il n'y aura pas son option pour l'an prochain. Donc, s'il est échangé, il devient peu réduire un joueur de location. Cet hiver, il y a des équipes qui se sont... qui ont appelé du côté du Bronx pour savoir justement s'il était sortable, mais c'était l'option de 2026 qui laissait un petit peu à désirer, puis pourquoi il y a certaines équipes qui ne sont pas allées le chercher. Donc là, par la force des choses, s'il devient un joueur de location, ça pourrait aider. J'ai une question pour toi. Penses-tu, c'est pas intelligent ce que je vais dire, mais le point est bon. Penses-tu que Alexander Graham Bell, qui a inventé le téléphone, il se dit, coudonc, qu'est-ce que les gens à Boston n'aiment pas de mon téléphone? Il y a une couple d'années, c'est Big Papi qui a sacré à voler. Et là, hier, c'est Alex Cora qui... Une bonne claque quand même là, sur le téléphone qui sert à appeler dans l'enclos. Donc, sur le téléphone bullpen, tac, une bonne claque parce qu'il est fâché contre l'arbitre. Ça lui a fait mal à la main, à la surprise de personne. Là. Tu frappes du métal. Là. Je ne sais pas comment te l'annoncer autrement. Là. Mais qu'est-ce que les gens à Boston ont contre le téléphone? Je sais pas. Peut-être qu'Alexander a déjà fait quelque chose à la ville de Boston par le passé. Il doit avoir un historique quelconque. Ouais. Puis frapper sur un téléphone du Fenway Park, je ne tenterais pas ma chance. Il me semble que le métal doit être encore plus dur au Fenway Park. Moi, je pense qu'il fait partie de la structure aussi. Je ne voudrais pas me faire mal, puis je ne voudrais pas qu'il y ait une partie du Fenway qui s'effondre. Je pense que c'est un téléphone porteur. Tu as des murs porteurs, lui, c'est un téléphone porteur. Je pense que oui, parce que tout a l'air à tenir, on ne sait pas comment à la Fenway. Oui, c'est ça. Non, mais le pire, c'est qu'Alex Cora était tout à fait dans son droit, dans le sens qu'il avait totalement raison. Il voulait protéger Walker Buehler, qui lui aussi avait raison, parce que l'officiel derrière le marbre avait rendu une décision atroce. On est-tu vraiment surpris? Pas vraiment, mais c'est ça, c'est arrivé. Puis, tu sais, de se faire sortir du match aussitôt, ça aurait pu avoir des répercussions sur la rencontre, mais les Mets ne sont pas frappés. Mais c'est quand même spécial qu'on revive un petit peu le même scénario au même endroit, avec la même équipe. C'était drôle, mais c'est ça. Ça a été la bonne chose qu'Alex Cora a fait de vouloir protéger son joueur. Par la suite, l'arbitre ne voulait rien savoir, puis ça l'a provoqué cette frustration-là. Absolument. Toujours divertissant, toujours de quoi qui se passe du côté de Boston. Oui. Mais là, écoute, pendant ce temps-là, on ne parle pas de Rafael Devers, puis on ne parle pas du prochain projet au premier but, le Christian Campbell. Là. Oui. Mais il faut le mentionner, les Red Sox vont mieux là, par les temps qui courent. Là. Ça c'est un petit peu. Tu sais, la distraction Rafael Devers s'est dissipée. Devers qui frappe mieux aussi, donc ça aide. Mais oui, il faut avoir un projet parce que le projet, ça ne peut pas être Rafael Devers au premier coussin. Puis supposément qu'Abraham Toro, c'est pas un projet non plus. On a essayé Nick Sogard aussi, je pense que c'est dans le match d'hier ou il y a 2 jours. Donc, présentement, on n'a pas vraiment de solution à long terme à ce niveau-là. On ne sait pas ce qui va arriver avec Tristan Casas. Donc, oui, Christian Campbell qui pourrait se retrouver là, ce qui pourrait ouvrir la porte dans cet avant-champ-là chez les Red Sox pour les jeunes qui poussent, dont on entend parler depuis si longtemps, qui ont tellement de potentiel. Donc, est-ce que ça va nécessairement fonctionner? J'en suis pas sûr, mais au moins, c'est une possibilité qu'on est en train d'examiner. Moi, je pense qu'on le prend à l'envers un peu, dans le sens où je n'ai pas nécessairement de trouble, tu sais, sans joke, est-ce que Christian Campbell est au premier, dans le sens où est-ce que c'est idéal? Non, mais est-ce que ça va être idéal? Peu importe, la réponse c'est non.
Marcelo Mayer est un joueur de milieu d'avant-champ. Le milieu d'avant-champ, c'est pas juste le deuxième but. Tu peux envoyer Trevor Story aussi au premier but une fois de temps en temps. Puis Mayer, tu peux le faire alterner entre le 2 puis l'arrêt-court. Puis Campbell entre l'arrêt-court puis le premier puis le champ-centre. Puis peu importe. Là, c'est un gars qui peut jouer quand même à plusieurs positions. Il a une certaine polyvalence. Moi, je pense que ça pourrait passer, pas tous les jours, mais Trevor Story pour aller jouer au premier but. Là. Puis il n'a pas l'air fermé à changer de position. Je veux dire, il a signé pour jouer au deuxième but aussi à Boston. Là. Je pense que pour le bien de l'équipe, puis hey, il a tellement pas performé depuis qu'il est à Boston là, que si on te dit tu peux aider un peu comme ça, là, moi je pense qu'il prendrait son trou et qu'il n'y aurait pas de trouble et qu'il irait jouer au premier. Ah, certainement. J'ai aucun doute sur le leadership de Trevor Story puis sur le fait qu'il irait. Peu importe où on va lui demander d'aller, il va le faire. Puis si ça peut aussi lui éviter des blessures. C'est un gars qui se retrouve toujours sur la liste des blessés. De le sortir de l'arrêt-court pour aller le mettre au premier but, au deuxième but. On lui enlève un petit peu de pression parce que le range n'est pas nécessairement le même à cette position-là. Donc, je pense que ça serait une bonne solution, surtout si Marcelo Mayer arrive et performe. John Heyman nous a sorti une phrase du type « Le ciel est bleu, la pluie est mouillée ». Paul Skeens ne sera pas échangé cette année. Le sujet faisait parler par la force des choses, puis je pense qu'il fallait en parler aussi, mais je ne me suis jamais attendu à ce que les Pirates l'échangent cette année. Puis la raison est simple, je ne m'attends pas à ce qu'il signe là à long terme, là, surtout qu'il a déjà l'air tanné de jouer à Pittsburgh, là, puis je ne le blâme pas, là, c'est une organisation qui ne veut pas gagner. Mais moi, ma question, c'est, mettons que tu l'échanges là, puis qu'il reste 4 ans et demi de contrôle, 5 parcours en série, qui gagne 800 000 $ cette année, là, ou à peu près, là, tu l'échanges contre quoi? Tu peux pas avoir cette valeur-là. C'est impossible d'avoir cette valeur-là, parce que même si tu l'échanges contre 10 espoirs, ça ne change rien. Puis il n'y a pas un club aspirant qui va vider son équipe actuelle pour aller chercher Paul Skeens non plus. Fait que tu l'échanges contre quoi, Paul Skeens? C'est sûr qu'il ne sera pas échangé, Paul Skeens, là. Mais il est beaucoup trop tôt. Comme tu l'as dit, tu ne peux pas avoir la valeur. Imagine-toi que Skeens part dans les 5 prochaines années, il gagne 2 séries mondiales, 3 Cy Young. Peu importe que tu vas avoir eu en retour, là, ça ne marche pas. Là. Même si tu as les 10 meilleurs espoirs, j'exagère, mais si tu as les 10 meilleurs espoirs d'une équipe, puis il y en a 7 qui font rien, puis qu'il y en a 2 qui deviennent corrects, puis un qui devient un joueur du match des étoiles, on s'en fout, tu n'auras pas ta valeur. C'est ça, exactement. Il n'y a aucune avenue qui fait que les Pirates s'en sortent. Donc, comme Heyman le dit de façon évidente, il ne sera pas échangé pour tout de suite. Je pense qu'on s'attend tous à ce qu'il soit... je ne sais pas exactement quand, là, mais ça va arriver un jour ou l'autre. Mais on ne peut pas faire ça tout de suite. Puis, ça aussi, ça n'arrivera pas, mais en attendant, on doit construire autour de lui. C'est là qu'on a des doutes. On n'a pas l'air à vouloir construire autour de lui. On n'a pas l'air à vouloir construire autour de ce trio de lanceurs-là. Donc, je ne vois pas pourquoi on le ferait dans les prochaines années. C'est ce qui est triste, mais c'est ce qui n'empêchera pas Skeens de quitter dans les prochaines saisons. Sébastien, je veux qu'on passe maintenant à la période de questions. On a Matt ici qui nous a demandé les Astros auraient fait une proposition Altuve contre Hosmer à l'époque. Est-ce que c'est vrai? C'est assurément vrai parce que c'est le DG des Royals à l'époque qui l'a mentionné dans un podcast auquel participait Eric Hosmer et qui a commenté la rumeur. Donc, très, très, très clairement, c'est vrai. Écoute, Hosmer a eu son rôle à jouer durant la Série mondiale. Il a été très, très important à Kansas City. Ultimement, ils ont profité de cette fenêtre-là pour se rendre 2 fois en Série mondiale. Mais malgré tout, c'est dur de se dire, imagine si les Royals avaient ajouté un José Altuve dans cette organisation-là. Ça aurait changé le cours de l'histoire, là, carrément. Puis aujourd'hui, Altuve ne serait pas reconnu comme un tricheur, il serait juste reconnu comme un joueur cool. Oui, exactement. Il n'y aurait pas un petit astérix à côté de son nom. Oui, exactement. À moins qu'il se soit retrouvé, qu'il aurait retourné avec les Astros par la suite. Là. Mais ça ne veut pas dire que les Royals auraient nécessairement gagné le championnat avec Altuve dans l'alignement en 2015. Par contre, ça leur aurait donné plusieurs chances de remporter ce championnat-là dans les années suivantes. Puis je pense que les décisions auraient été différentes du côté des Royals. Ça a été une certaine reconstruction qu'on a vécue après ces séries mondiales-là.
Je pense pas qu'on aurait agi de la sorte avec Altuve dans l'alignement. On aurait plutôt continué à construire autour de lui avec un Salvi Perez qui est demeuré là. On aurait eu plusieurs leaders dans cette équipe-là qui auraient fait que les Royals auraient pu être pas nécessairement une puissance dans le baseball majeur, mais auraient été toujours dans les discussions jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'Altuve est encore un bon joueur du baseball majeur. Il a connu d'excellentes saisons dans les dernières campagnes. Là, c'est peut-être un petit peu plus difficile, mais jusqu'à cette année, Altuve aurait pu maintenir les Royals dans la course à tous les ans. Assurément. On a une question qui n'est pas dans la liste de questions ici, mais que je m'étais fait envoyer. C'est une question sur Ronald Acuna Jr. et on nous demande est-ce qu'on pense que les excuses de Ronald Acuna Jr. à son gérant sont sincères? On fait ici référence à quand il a tweeté le mois passé comme quoi que si ça avait été moi qui n'avais pas couru sur les buts, hein, une autre vedette qui ne court pas sur les buts, c'est moi on m'aurait enlevé du match comparé à c'était-tu Jurix? Non, c'était pas Jurix. Non, c'était voyons. C'était un autre jour. Kalenic? Oui, c'était Jared Kalenic, c'était ouais. exactement ça. Et là, finalement, bon, il n'était pas dans l'entourage de l'équipe à ce moment-là parce qu'il se remettait de sa blessure. Et là, quand il a rejoint l'équipe, ben là, finalement, il s'est excusé à son gérant, à ses coéquipiers, nanana, on est passé à d'autres choses. Donc, qu'est-ce que tu penses de ces excuses-là? Est-ce que c'est juste de la frime ou est-ce que tu penses que vraiment, on se sent mal là, du côté d'Acuna? Ben, je pense que quand il l'a dit, il le pensait. Très clairement. Très clairement. Puis il n'avait pas tort non plus. Je pense qu'il n'aurait pas dû le faire. J'ai plus l'impression qu'il a regretté le fait de l'avoir dit publiquement, mais ça n'empêche pas le fait qu'il pense réellement. Et le fait qu'il pense réellement, c'est la vérité. Parce que c'est vrai qu'on avait 2 poids, 2 mesures du côté des Braves à ce moment-là. Donc, j'ai plus l'impression que la sincérité de ses excuses est plus envers le fait que il est sorti de façon publique envers son gérant. Puis peut-être qu'ils se sont expliqués. Là. Peut-être qu'ils se sont dit. Acuna, il lui a peut-être dit dans le visage ce qu'il pensait. Les deux parties ont peut-être fait la même chose. Puis peut-être qu'on en est sorti avec une bonne entente. On ne sait pas ce qui s'est passé derrière les portes fermées. Mais j'ai vraiment l'impression que la sincérité dépendait vraiment du fait de sortir public ou non parce que clairement, il pensait. Encore une fois, tantôt, je disais, j'aime pas me faire prendre pour un épais. Moi, ce que j'aime pas, c'est quand Acuna, il dit, il se fait demander, est-ce que tu as encore du ressentiment par rapport à ce qui s'est passé en 2019? Puis il dit, non, je passais à d'autres choses. Je passais à d'autres choses. Très clairement pas. Non, c'est sûr, mais tantôt, on parlait d'Aaron Judge. Si Acuna dit oui, j'ai encore du ressentiment, c'est sûr que ça fait continuer la saga, puis on s'en va pas nécessairement dans la bonne direction. Je comprends. J'ai l'impression qu'il a dit la bonne chose. Est-ce que c'est vrai? Probablement pas, mais il faut vivre avec. Voilà. Il y a Matt ici qui nous demande, belle question. Selon vous, laquelle des stats pour un lanceur assure un Cy Young? L'angle est intéressant parce qu'il y a plusieurs possibilités. Si tu as un gros war, c'est sûr que ça t'aide. Est-ce que ça assure? Je ne sais pas. La moyenne de points mérités fait forcément partie de la donnée. Les victoires ne sont plus nécessairement là comme c'était avant. J'ai tendance à dire que les retraits au bâton doivent être quand même assez élevés. Si tu as un 300 quelques retraits au bâton durant une année, là, comme Garrett Cole ou Justin Verlander en 2019, ben là, il y en a juste un des deux qui a gagné, évidemment, là, mais les deux avaient une saison historique. Je pense que ça peut avoir son effet. N'oublie pas aussi les manches lancées, parce que si quelqu'un lance 20 manches de plus que son adversaire, ben, forcément, ça va l'aider aussi. Donc, je réfléchis à haute voix, j'ai de la misère à en cerner une, Sébastien. Le ERA+, je pense, te donne une très bonne indication sur la moyenne de la ligue en même temps. Donc, ça peut faire une différence. Tu parlais du nombre de retraits au bâton. J'irais peut-être plus avec le ratio de retraits au bâton par 9 manches. Ce qui fait que si tu as plus de manches lancées, qui, comme dans ton exemple, t'avantage, mais là, tu es capable peut-être de ramener ça à égalité. Mm-hmm. Ces deux statistiques-là, pour moi, devraient faire la différence. Les victoires, pour moi, c'est tellement pas significatif.
Tu peux te retrouver avec une équipe. On le voit avec Paul Skeens cette Paul année. là. Skeens. Les Pirates ne gagnent pas quand Paul Skeens est sur la butte. Pourtant, ils continuent. Excuse-moi, les Pirates ne gagnent pas. Oui, Point. tout court, c'est vrai. Mais merci de rectifier. Il n'y a aucun problème. Donc, pour moi, les victoires, c'est pas comme par le passé où tu franchissais la barre des 20 victoires, tu avais le Cy Young ou presque. Là. Ouais. On n'en est plus là. Donc, ERA+, retrait au bâton par 9 manches, pour moi, seraient les deux statistiques. D'ailleurs, on parle des Pirates. J'ai vu une statistique que j'essaye de retrouver vite comme ça. Les Pirates, viennent d'égaler un record du baseball majeur. Ça doit pas être positif, hein? Non. Non, c'est ça. Ça fait 26 matchs de suite qu'on marque 4 points ou moins dans un match. On parlait de l'attaque des Blue Jays qui était anémique, là, mais c'est Colin, on dirait les bombardiers du Bronx là, à côté des Pirates de Pittsburgh. Oui. On frappe à Toronto. Là. Ça n'a pas de sens à Pittsburgh. Là. Ça n'a pas de sens. Mais ça revient à ce qu'on a dit tantôt. On ne veut pas entourer ces jeunes-là, ces jeunes lanceurs-là. On ne veut pas leur donner de munitions. Ben, c'est ça qui arrive. D'ailleurs, Bubba Chandler, qu'est-ce qu'il fait encore pas dans les majeurs? Là? Ben, ça, c'est un autre dossier. Qu'est-ce que t'attends, là? Oui. Ton temps de service, il est déjà contrôlé, là. Amène-le. Là. C'est ça. Tu sais, c'est qui prend sa place en ce moment, là? Oui, c'est ça. Moi, c'est la question, là. C'est une bonne question. On n'aura pas de réponse, là. Non. Pittsburgh, il n'y a souvent pas de réponse. Oui. Très souvent. Voilà ici, le nouveau bâton, est-ce que ça change les stats en 2025 où les équipes se sont adaptées? On n'en parle plus du bâton torpille, mais il existe encore. Oui, il existe encore. Puis les joueurs qui l'utilisaient au début de la saison l'utilisent encore. Ouais. Ça a fait son effervescence. Encore là, on l'a déjà dit, c'est pas pour tout le monde. C'est pas tout le monde qui peut avoir ce bâton-là. Aaron Judge ne l'utilise pas, donc c'est pas un bâton magique. Si tu as certaines caractéristiques dans ton élan, dans la façon dont tu frappes la balle, ça peut t'aider. Mais ça ne fera pas que tu vas frapper 70 circuits puis que tu vas diminuer ton taux de retrait au bâton. Tu sais, la surface de contact est agrandie à un point du bâton, mais est rétrécie ailleurs sur le bâton. Donc, tu sais, ça vient s'équilibrer à un certain moment. Donc, ça peut aider certains frappeurs. Mais on a vraiment vu que c'était un petit peu une mode au début de la saison parce que, entre autres, les Yankees se sont mis à frapper de façon extraordinaire. Puis, il y avait plusieurs joueurs qui l'utilisaient. Je pense que c'est ça qui a créé ce buzz-là. Sinon, je ne pense pas que ça va changer grand-chose dans l'histoire du baseball. Ben, je me souviens je ne sais pas quel gérant, mais d'un gérant il y a quelques semaines qui a dit, ça fait longtemps, ça fait en 2024, beaucoup l'utilisaient dans le baseball. Ça m'étonne que vous ne l'ayez pas remarqué. Puis c'est vrai, il n'y a personne qui l'avait remarqué. Personne n'a levé le flag en 2024. Il y a des équipes qui devaient se dire, coudonc, ils regardent-tu pour vrai les amateurs? Mais le bâton est plus gros. Puis... Oui, mais c'est parce que ça ne changeait pas grand-chose. Les joueurs qui l'utilisaient, ils ne surperformaient pas à ce moment-là. Tandis qu'en début de saison, on a eu une vague de frappeurs qui l'utilisaient que c'était rendu tous des Babe Ruth et des Barry Bonds en puissance. Là. Mais ça n'a pas duré longtemps. Là. 2 semaines, c'est fini. Là. Non, c'est ça. Mais écoute, ça a duré le temps que Nestor Cortés lance. Là. Oui, cet après-midi-là, c'était quelque chose. Oui, fait que c'est-tu le bâton ou c'est le lanceur? Combinaison des deux, je te dirais. Voilà. Sébastien, ça fait le tour des questions qu'on a. Donc, merci à tout le monde d'avoir été là, de nous avoir écoutés en live sur les réseaux sociaux, mercredi 20h sur Facebook, sur X et sur YouTube. Et Sébastien, pour ceux qui préfèrent nous écouter sur des plateformes de podcast un petit peu plus traditionnelles, c'est aussi possible de le faire. Certainement, comme à l'habitude, cet épisode-là va être disponible sur toutes les bonnes plateformes de podcast et sur notre site web passionmlb.com. Donc, sur le site web, on va avoir les épisodes du podcast et bien sûr, tous nos articles qu'on écrit à chaque jour sur l'actualité du baseball majeur. Donc, merci à tous d'avoir été là, d'avoir interagi avec nous. Ça donne un sens à ce qu'on fait. Merci Sébastien d'avoir été là encore une fois cette semaine. Nous, on se dit à la semaine prochaine et d'ici là, je vous souhaite une excellente semaine de baseball.